Dans la guéguerre qui l'oppose à l'historien en termes de reconnaissance médiatique, le géographe est celui qui perd. Ce n'est presque jamais lui qui court les plateaux pour expliquer les racines d'un problème. Pourtant, à l'image de Mathieu Guillardi, ils auraient tant d'histoires à reconstruire, à re-raconter, avec ou sans filtre. C'est pas là que ça se passe, Mathieu. Bienvenue dans votre vie. Mathieu, vie qu'on va retracer à travers les photos emblématiques, hein. Et tout commence avant vous, bien sûr, hein. Tout à fait. Ici, venez, approchons-nous, approchons-nous. Oui, mon grand-père paternel, le père de mon père, donc, qui a été militaire de carrière. Beaucoup de campagnes, ça c'est en Asie, donc, quand il était basé pour la guerre d'Indochine. Et puis, bon, c'est un militaire de carrière qui a fait aussi la guerre des Druzes en Syrie et qui, comme beaucoup de Corses, hein, a choisi l'armée pour le travail. C'est ce qui a amené d'ailleurs aussi après des naissances de mes oncles et de mes tantes et de mon père dans des lieux exotiques, quoi. Ah oui? Ouais, mon père à Toulon et puis effectivement des oncles et des tantes qui sont nés à Rochefort, qui sont nés aussi à Saïgon, donc voilà. Il a profité un petit peu de cette gloire, hein, pour se faire élire maire, en fait, hein. Tout à fait. Une première fois à la Libération et une deuxième fois dans les années 60. Ouais. Donc, voilà, il a été une figure un peu forte de ce village de Zouani, qui est finalement le village de mes ancêtres. Les ancêtres corses, parce que les ancêtres les plus anciens, ils sont du côté de la Toscane, probablement au XVIIIe siècle. Vous êtes remonté jusque-là, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au arrivé. XVIIIe siècle, oui. De Lucca, ils viennent de là, hein. C'est ça, exactement. Vous l'avez dit, il a eu des enfants un petit peu partout. Tout à fait. Et c'est celui-ci qui nous intéresse, nous, le plus. Ah oui. Hein? C'est votre père. Tout à fait, Joseph. Alors là, on le voit tout petit, parce qu'il est né à Toulon, hein? Tout à fait, né à Toulon en 1950. Ouais. Tout à fait. A grandi à Toulon aussi. Il revenait régulièrement au village, à Zouani, justement, l'été. Il va faire, alors on va le voir un petit peu plus vieux, justement, il va faire une carrière, lui, dans l'enseignement. Hein, Joseph? Oui, il a donc eu son CAPES au début des années 70, l'histoire-géographie, et donc après des études à Nice, il est devenu enseignant. Il a fait un stage à Toulon, son année de stagiaire à Toulon. Et puis les hasards de la vie lui ont fait que on lui a proposé de choisir, à l'issue de sa titularisation, pour sa titularisation, de choisir entre Bobigny, la région parisienne, et la Corse. Donc la question, je pense, ne s'est pas posée. Et il a décidé de rentrer en Corse pour pouvoir être enseignant à Mortes, donc dans le Fiumourbe, où j'ai grandi. Parallèlement à sa vie, on va voir un petit peu, il y a quelqu'un qui grandit aussi, non loin de là, venez, approchons-nous un petit peu, c'est elle, c'est Nicole. Tout à fait, ma mère, donc, qui est née en 52 au Maroc. Bonigne, hein, c'est une Bonigne. Bénigne. Nicole, comment on pourrait la décrire? Je pense que c'est une personne qui a beaucoup eu de difficultés dans l'enfance, dans le sens où elle a vécu les conflits de près, la guerre d'Algérie, 62. Quand on est à 10 ans, je pense que lorsqu'on vit un conflit et qu'on est obligé de partir de manière précipitée, on perd toutes ses racines, toutes ses attaches, on vole un petit peu l'enfance, je pense. C'est une personne qui est très aimante, quoi. Hein. Très tournée vers les autres. Très tournée vers les autres, ouais, pour le bien-être des autres. Oui, ça c'est vraiment... Elle a sacrifié un petit peu sa vie pour nous, hein, en tant qu'enfant, avec ma sœur. Donc on a grandi avec son amour quotidien. Elle a ensuite voilà, travaillé, hein. Elle a été enseignante. On va y arriver, parce que vous l'avez dit, c'est sur les bancs de la fac qu'elle rencontre Joseph. Tout à fait. Ils ont une passion commune, la géographie. Et quand on a une passion commune, eh ben, ça donne ça. Venez. On se marie? Eh oui, on se marie 74. Hein? 74 à Antibes. À Antibes? À Antibes, oui, tout à fait. On fait vite construire une maison, là, on est où, là? Oui, on est dans le Fiumourbe, donc dans la plaine, à Abadzi. Hein. Ils se font vite à la vie en Corse, hein, parce que effectivement, c'est un retour pour votre père, c'est une arrivée presque pour votre mère. Oui. Premiers amis, c'est des Mondologne, je crois, ça se passe bien. Tout à fait, hein. Mondologne, oui, comme quoi, le monde est petit. Ouais. On accueille, nous, hein, on a le sens de l'accueil. Tout à fait. Et on va vous voir, vous, justement. Eh bien, naître et grandir. Vous naissez où, vous? À Bastia, oui, à la clinique Mémar, comme beaucoup de Corses de Bastia, dans le secteur. Hein. Et puis après, vous allez suivre un petit peu votre papa au gré de ses pérégrinations professionnelles, en fait. Oui. Hein. Là, on est où, là, par exemple? On est à Vico.
au collège de Vico en 84-85. Je m'en souviens très bien parce que ça avait été ce fameux hiver, février 85, très neigeux. Oui, oui. On était resté bloqué pendant 3 semaines à Vico avec de la neige, pas à manger, pas de voiture qui arrivait. Donc là, c'est avec un camarade, donc des amis de mes parents, les Marcaggi, hein, qui sont de Vico-Sagone. Et vous allez faire combien d'établissements comme ça? Vous allez faire Vico? Alors Vico, Foleli. Foleli. Et puis après, on est monté sur Paris, donc la région parisienne. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo. Alors, vous voyez avec votre père, on voit l'horizon encore, on voit la Corse, mais vous allez la quitter assez vite, la Corse. En 93, hein, votre père est nommé à Neuilly, comme vous... à Agnières-sur-Seine. À Agnières-sur-Seine. À Agnières-sur-Seine. Et là, changement radical pour vous. Vous vivez très mal, en fait, ce déracinement. Ah, c'est un déracinement qui est assez violent, hein, dans le sens où on passe quand même d'un contexte très protecteur, qui est celui de la Corse, des paysages naturels magnifiques, à celui de la banlieue chaude. Hein. À l'époque, je me souviens, il y avait le film Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer. Et ça agit sur vous parce que vous redoublez votre seconde. Tout à fait. Pas super bon élève, hein. Et même le bac, vous l'avez. Vous l'avez grâce à quoi? Grâce au sport. C'est un cliché, mais c'est vrai. J'ai eu grâce au sport. Grâce au sport. Et vous avez le bac. Et une fois que vous avez le bac, alors tous les souhaits sont permis. Et on va voir un petit peu où ça va vous mener justement ce bac. Allez, avec le bac à sable. Alors, donc, Mathieu, je disais, le bac en poche, ce qui est un exploit pour vous à l'époque, hein, et ça vous autorise J'avais plutôt intérêt à avoir le bac. Toutes les ambitions. Oui. Dont celle-là. Oui, j'avais commencé à faire de l'aviation, à prendre des cours d'aviation à mes 14-15 ans, en région parisienne, et donc, bon, je souhaitais en faire éventuellement mon métier. Ouais. Quand on a juste 10 de moyenne au bac... c'est mal parti pour faire les grandes écoles ou quoi que ce soit. Oui, parce que là, on a quand même la photo, c'était dans la tradition familiale quand même, hein, lui qui c'est là. C'est le père de ma mère, donc mon grand-père maternel, qui a été pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale en Tunisie, en Algérie. Et là, il est à Bizerte en Tunisie. Et vous vous dirigez vers la géographie. Qu'est-ce qui vous prend d'aller en géographie, en fac de géo, justement du côté de Nanterre même? Tout à fait. Alors... L'instinct génétique familial, mes 2 parents géographes. Alors, est-ce que cet instinct ne s'est pas réveillé d'un coup et que je suis devenu d'un coup attiré par la géographie? Non, ça m'a toujours attiré, le voyage m'a toujours attiré, la vision de l'horizon aussi m'a toujours attiré, donc la découverte des paysages lointains. Et puis la découverte de soi-même aussi, Mathieu, parce que vous, à peine arrivé en géographie, eh ben, vous êtes majeur de votre promo. Tout à fait. Vous arrivez en maîtrise. Et là, vous qui vouliez voyager, eh ben, justement, tiens, Erasmus... Erasmus, je pense que c'est ce que l'Europe a fait de mieux jusqu'à présent. Ce sont ces échanges universitaires scientifiques. Et donc, je passe environ 4 mois à Thessalonique. Et là, c'est le premier voyage, en tout cas, c'est un coup de foudre avec la Grèce. Qu'est-ce qui se passe avec la Grèce quand vous arrivez? C'est la découverte d'un pays magnifique qui me fait beaucoup penser à la Corse. La montagne n'est jamais loin de la mer. Et du coup, moi, j'en profite vraiment pour découvrir tous les lieux, pour m'inspirer. Ça va même un petit peu plus loin, parce qu'effectivement, mais avant cela, j'ai mis ça, regardez, vous commencez même à apprendre le grec. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la Grèce. Milao lenika kala. Donc ça, l'avantage de... Ça veut dire quoi, ça? Oui, je parle le grec à peu près bien, pas médiocre. Hein. et du coup, oui, j'apprends le grec à Paris, à côté de Saint-Lazare. Il y avait un institut d'études néoléniques. Et du coup, ça me permet de communiquer aussi avec des étudiants grecs. Parce que vous vous imbibez complètement de cette culture hellénistique, en fait. Hein. Effectivement, vous revenez pour un DEA, donc, effectivement, un master aujourd'hui. Et alors là, pour le coup, vous rentrez dans la vie... on est à Thessalonique, là, c'est ça? Thessalonique, oui. La deuxième plus grande ville universitaire d'Europe, après Oxford. Hein. Il y a quasiment 120 000 étudiants. Et là, voilà, hein, ce que l'Europe fait de mieux, des Hollandais, des Irlandais, des Allemands, Italiens, Polonais, Roumains et un Corse.
Donc là, vous passez quelques mois merveilleux, évidemment. Vous venez, vous avez votre DEA, hein, et puis ensuite, vous enchaînez parallèlement d'autres études pour commencer une thèse, c'est cela? Exactement, je suis en fait inscrit à l'école pratique des hautes études à Paris pour pouvoir réaliser un mémoire sur l'utilisation des outils numériques dans la visualisation des paysages et la reconstruction des paysages sur le temps long. Mais ça donne ça. Et ça donne ça. C'est quoi ça? C'est l'évolution de la plaine centrale de Macédoine, donc en Grèce du Nord. Thessalonique est à l'est, Pella est au nord. Et mes travaux permettent finalement de repositionner des sites archéologiques fameux, notamment l'ancienne capitale Pella, dans un contexte évolutif paysager. Mais c'est là qu'on voit toute l'utilité du géographe, quoi, finalement. Hein. Finalement, on quitte un peu cette culture livresque pour aller vraiment sur le terrain et reconstituer carrément ce qu'était la vie à l'époque. Oui, les paysages ne sont pas immobiles. L'homme tente de les fixer aujourd'hui artificiellement, mais on voit qu'ils finalement ils sont en constante mobilité. Et ça, aujourd'hui, je pense que les sociétés du XXIe siècle ont du mal à l'appréhender, notamment les élus, les politiques, les aménageurs. On tente de fixer la nature pour fixer les problèmes, pour résoudre des problèmes d'aménagement. Or, la nature reprend toujours ses droits. Toujours ses droits. Notamment les secteurs littoraux, les cordons dunaires. Les cordons dunaires, ce n'est qu'une interface entre la mer et l'arrière-pays. Et donc, ils sont modelés d'un côté par les vagues et de l'autre côté par les apports continentaux. Donc, vouloir à tout prix les fixer est totalement illusoire. La nature, à bout d'un moment, par une crue, par une submersion, va les modifier. Il est là aussi le souci, c'est qu'on ne va pas forcément concevoir l'environnement et la protection de l'environnement ou de l'aménagement comme finalement d'abord la nature, d'abord l'environnement, et ensuite comment nous, l'homme, les sociétés humaines, doivent s'adapter à elle, et non l'inverse. On essaye à tout prix de mobiliser et de fixer cet environnement. La Terre nous dit « je survis, je survivrai à l'homme ». Vous avez votre thèse, hein, mention très bien, et après une thèse, on fait des post-docs, c'est ça, hein, et vous voulez faire un post-doc du côté de Nancy, vous. Et puis, au moment où vous allez partir, vous avez une bonne nouvelle. On vous retrouve ici. Et voilà, l'Égypte. Et donc, je passe un an à Karnak, pas Karnak la Bretagne, mais Karnak en Égypte. À côté de Luxor, Karnak à côté Luxor. De Luxor, ouais. Exactement. Et je suis sur donc, le temple de Karnak, qui est la plus grande concentration de lieux de culte anciens au monde. C'est-à-dire que là, on n'a pas un temple, on a des dizaines de temples qui s'enchevêtrent les uns sur les autres. Et quel est votre travail de géographe par rapport aux historiens, justement? On a donc une volonté de comprendre où les sites cultuels se sont implantés dans cette vallée du Nil, et encore plus que dans la vallée, dans le lit du fleuve. Ça, c'est étonnant. Aujourd'hui, qui viendrait à construire dans le lit du fleuve? Il y a des gens, bien évidemment, des aménageurs, parce qu'il manque d'espace. Mais il faut quand même se positionner là, il y a 4000 ans. Les populations égyptiennes ne sont pas folles. Elles connaissent le risque sismique, puisque l'architecture est antisismique. On a une connaissance très fine des variations verticales du cours du Nil. Et l'objectif est de pouvoir construire des temples qui vont coûter très cher et qui soient sécurisés. Aujourd'hui, quelqu'un va essayer de construire un immeuble dans le lit d'un fleuve, on va lui dire, mais c'est pas possible, il va être dévasté. Alors que là, les temples ont résisté 4000 ans. On a beaucoup de choses à apprendre justement de ces interactions humain-environnement sur un temps très long. Bon, là, ce sont des reconstructions, hein, essentiellement 19e, 20e siècle. Mais les structures n'ont pas fondamentalement bougé. Donc, l'horizon ne cesse de s'agrandir avec vous. Et puis, il y a quelqu'un qui va un petit peu, j'ai envie de dire, vous calmer dans vos envies de départ. Eh oui, c'est un moment, c'est Julie. C'est Julie. Hein, Julie qui vient vous voir d'ailleurs, qui vient vous voir en Égypte, que vous avez rencontré. Vous l'avez rencontré où, Julie? À Créteil. À Créteil, effectivement, qui va devenir votre femme. Oui. Et avec elle, vous allez avoir une vie d'adulte. Et alors, vous commencez à postuler, justement. Hein, vous passez le concours pour être maître de conf, je crois, à Nice, c'est cela? Deuxième fois, oui, à Nice. Et puis, vous passez aussi le concours du CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et vous êtes reçu deuxième au CNRS. Il y avait 120 candidatures, je suis retenu deuxième. Alors que vous êtes aussi retenu du côté de Nice, et il faut choisir. C'est ça, exactement, il faut choisir. Et vous choisissez le CNRS.
Le CEREJ, qui est toujours d'ailleurs mon laboratoire de rattachement, qui est à Aix-en-Provence, Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement. C'est un peu long, mais c'est un centre qui finalement permet de bien étudier les facteurs physico-chimiques et biologiques des environnements sur le temps long. C'est-à-dire qu'à partir des carottages, on est capable justement de pouvoir caractériser l'ensemble des paramètres qui ont concouru à l'élaboration de ces environnements et des paysages, et dans quelle mesure, surtout, l'homme les a impactés. Donc, plutôt qu'aller sur la voie de l'enseignement, comme vous auriez pu aller du côté de Nice, vous choisissez d'aller dans les laboratoires. Et dans les laboratoires, vous allez être très utile à la société aussi. Hein, c'est ça, hein Oui, c'est un peu la volonté, oui, c'est ça. C'est un peu la volonté, c'est du côté d'Aix, ça, bien sûr. Et on va voir un petit peu vos travaux, eh bien, ce qu'ils vont être à partir de maintenant. Oui. Allez, venez avec moi. Et donc, Mathieu, premier travail, celui-ci. Un fleuron du patrimoine français, très apprécié des touristes du monde entier. Le pont d'Avignon interpelle toujours par ce détail qui en a fait sa renommée. Il s'arrête au beau milieu du Rhône. Seules 4 arches sont encore visibles aujourd'hui. Les parties manquantes du pont ont été emportées par le fleuve, submergées ou ensevelies. Mais à quoi pouvait bien ressembler l'édifice au Moyen-Âge lorsqu'il était intact? Un groupe de chercheurs s'est posé la même question et a décidé de le reconstruire. Et les chercheurs, dans cette équipe de chercheurs, il y a vous. Il y a vous, hein, Tout à fait. Mathieu. Alors, vous allez carotter, c'est ça? On fait du carottage autour. Vos études vont durer combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et au bout de 4 ans, vous arrivez quand même à le reconstituer, ce pont. Alors, ce pont, effectivement, comme vous dites, on ne pouvait pas se croiser, quoi. Hein. Pas se croiser, tout le temps détruit par les crues du Rhône, on le voit, hein, toujours représenté avec des réparations de fortune, du bois. Et ce pont avait une forme assez biscornue, hein, et pas rectiligne, comme on peut le voir aujourd'hui. Il suivait en fait une ancienne morphologie, une ancienne forme du chenal du Rhône, qui a fait qu'il y avait des petites îles émergées sur lesquelles les piles sont venues s'implanter. C'est-à-dire que les bâtisseurs, les architectes de l'époque, se sont servis de la morphologie du Rhône pour pouvoir implanter ces piles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé de faire quelque chose en ligne droite. Effectivement, original. Et puis, il n'arrêtait pas d'être détruit, ce pont, en fait. C'est ça la particularité du pont d'Avignon, en fait. Il a été détruit, non pas par les conflits, mais par le Rhône lui-même. Il a été très mal construit, en fait, ce pont. Il a été implanté dans des nappes de galets. Et ces nappes de galets, quand on a un phénomène, justement, de crue, ces galets vont finalement bouger, se déplacer, et en se déplaçant, ils font tomber les piles. Donc il ne fallait pas être très bon architecte. Mais l'objectif n'était pas de faire un pont de passage, l'objectif était de faire un pont de péage. C'est-à-dire que le pont d'Avignon se situait entre la Méditerranée, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, et les villes de Champagne, qui étaient à l'époque l'Europe, le centre européen des échanges. Donc ce pont servait à prélever des frais de péage, des droits de péage. Ce n'était pas un lieu de transition entre d'un côté le royaume de France et la papauté de l'autre côté. Votre premier travail avec un chef-d'œuvre, hein, effectivement, magnifique cette reconstitution. Deuxième travail, ça ne vous étonnera pas que je vous conduise en Corse. Et votre retour en Corse, j'ai envie de dire, il se passe en 2 étapes avec 2 rencontres successives. La première, c'est lui quand même. Hein. Ah, Franck Léandre. Franck Léandre, hein. Franck Léandre, une rencontre fondamentale pour vous. Hein. Tout à fait. 2012, on se croise, on se donne rendez-vous dans un café à Ghisonaccia. Il m'a dit, il faut que tu viennes retravailler en Corse, on a besoin de toi, on a besoin de tes travaux, on n'en a pas jusqu'à présent, il faut que tu viennes nous aider, les archéologues ont besoin de toi. Je suis très flatté et puis bon, du coup, j'ai pu avec lui développer des programmes de recherche, également soutenus par le CNRS. Donc cette somme financière, parce que
c'est un peu le nerf de la guerre. C'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Léandre, vous allez avoir des aides. Oui, du ministère de la Culture. Ouais. Mais c'est le ministère de la Culture. Ça ne va jamais être la Corse qui va vous donner des aides. La région Corse, ça a toujours été le ministère de la Culture. Autre chose quand même. Hein. Oui, et puis les associations. Je me suis énormément basé sur le tissu associatif, notamment Jean Sigouragne, qui est donc un préhistorien en Balagne, et avec qui, justement, des petits financements nous permettent de réaliser les missions de terrain, de faire quelques analyses. Vous permettent ça, justement. Exactement. De carotter. Vous carottez un petit peu partout, en Corse, d'ailleurs. Voilà. Vous fouillez le sol, hein, c'est là qu'il y a des vérités. Exactement. En tout cas, il y a notre passé. Et alors, effectivement, vous avez parcouru la Corse un petit peu partout, hein, J'ai découvert mon île. Et oui. Et puis, pour refaire un petit peu les paysages d'autrefois. Hein, et en cela, vous êtes aidé par 2 personnes qui vous sont chères. La première, c'est celle qui fait ce genre d'image. Oui, c'est mon papa qui a son drone, qui m'aide beaucoup à spatialiser les paysages. Et c'est important, le géographe a toujours besoin de prendre du recul, emboîtement des échelles géographiques. Et ces photos sont très très utiles parce qu'ils permettent ensuite de faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'à partir d'une image actuelle, on est capable finalement de la transformer en une image du passé, par l'interprétation scientifique et par l'interprétation de l'artiste. Là, les aquarelles, justement, c'est fait par votre maman. Et là, effectivement, comme on le disait, là, avec la géographie, on prend vraiment conscience du concret. Hein. Elle démontre quoi, là, avec ces aquarelles-là? C'est une vue d'artiste. Pour moi, c'est complètement une vue d'artiste et des paysages complètement différents de ceux qui sont actuellement. Là, on est sur l'étang de Bigoulia, où on voit concrètement le bleu de la mer. Vous avez ici San Damiano au centre. On voit que la lagune n'existe pas il y a 5000 ans. Et que finalement, on a une représentation un peu artistique à partir de données scientifiques robustes de ce que c'était comme paysage. Pareil pour là-bas, hein? Non, Sagone. Là, c'est Sagone. Alors là, c'est encore plus impressionnant parce qu'à Sagone, il y a environ 3500 ans, donc à l'âge du bronze moyen, on n'avait pas une plaine comme on le voit aujourd'hui, on avait un lac d'eau douce sur lequel, justement, tout autour, on a eu l'implantation de statues menhirs qui sont contemporains de l'existence de ce lac. Donc les paléoenvironnements permettent de se dire, finalement, est-ce que les statues menhirs, qu'on pense être des représentations de guerriers, ne sont pas finalement la représentation symbolique d'une particularité environnementale menacée? Parce que là, le problème, c'est que ce lac est régulièrement envahi par les eaux marines. C'est là qu'on voit que toute l'importance du géographe par rapport à l'historien ou en complément du géorien, parce que vous venez même réécrire une certaine histoire, en fait. C'est l'archéologie de l'invisible. Ouais. Tout ce pan, finalement, de la connaissance de l'homme, de l'histoire de l'homme, est totalement parfois absente. Les sites n'existent plus, ont été érodés, mais les sédiments ont enregistré la mémoire des activités. L'agriculture, les impacts sur la forêt, et effectivement aussi les paysages eux-mêmes. Dire que dans la basse vallée du Sagone, aujourd'hui, on avait un lac il y a 3500 ans, paraît totalement invraisemblable. Et d'ailleurs, l'homme est en Corse depuis 10 000 ans. Oui. Le niveau de la mer n'était pas du tout le même il y a 10 000 ans. Hein. C'est ça qui est intéressant. 30 mètres plus bas. 30 mètres plus bas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans le secteur de Bonifacio, où on a cette calanque, où le port est installé, il faut imaginer que la mer n'était pas présente. Ce qui explique sans doute aussi l'arrivée par la Sardaigne de populations dans l'extrême sud de l'île, où la calanque actuelle était probablement occupée par une petite zone d'eau douce au centre. C'est les modélisations qu'on a réalisées. Et tout autour, on a une concentration des populations néolithiques anciens. On retrouve ça quand même, hein, si on ne retient pas tout ce que vous dites. En tout cas, il y a ce livre avec effectivement les aquarelles de votre maman, les visions aériennes de votre père et vos travaux effectivement scientifiques. La Corse archéologique. Mais la plus grosse découverte que vous avez faite, on la matérialise comme ça. Oui, c'est très récent ça. Ouais. Nous sommes dans la marine de mer, dans le Cap Corse. Donc on cherchait un petit peu à reconstituer l'histoire de l'exploitation de ce minerai. Et afin de pouvoir caractériser l'âge des sédiments, on utilise plusieurs techniques. On connaît tous le radiocarbone, carbone 14, mais qui présente une marge d'erreur beaucoup trop faible à l'échelle des 150 dernières années. Donc on a utilisé d'autres méthodes de datation, et notamment celle-ci, césium-137. Césium-137, ce n'est pas naturel, ce n'est que créé grâce aux explosions aériennes nucléaires. En l'occurrence, ici, on a des valeurs, et ici, les profondeurs. Ici, on est à 60 cm, 50 cm, et on voit qu'en dessous de 60 cm, 0, donc il n'y a pas du tout d'enregistrement. Et puis, hop, d'un coup, on commence à avoir des signaux. C'est-à-dire que ce césium-137 nous indique, ici, les explosions nucléaires atmosphériques.
Dans le Sahara. Dans le Sahara. Le Sahara, la France, 1960. Fait Gerboise, donc ce sont toutes les explosions qu'il y a eu... les essais atomiques qui avaient lieu dans le désert algérien. Exactement, dans les années 60. Au-dessus, on a des petits points intermédiaires, probablement celle du Hogar. Alors, soi-disant, dans le Hogar, c'était souterrain, hein, mais il y a eu beaucoup d'accidents. Probablement que, d'ailleurs, l'intensité est beaucoup plus forte. Probablement qu'on a des émissions atmosphériques qui arrivent donc dans le bassin méditerranéen. Et beaucoup plus fort, à 10-15 cm de profondeur, Tchernobyl, 1986. Donc c'est-à-dire c'est ahurissant ce que vous découvrez là. C'est-à-dire que le sol montre que c'est une contamination. Oui, hein, il y a une présence de ce césium. Alors contaminé, oui, bon, dangereux, non, je pense pas. Hein, c'est quand même des millibecquerels, c'est minuscule, hein, c'est très faible. Mais on les a, ils existent. Là, les travaux sont les premiers officiellement scientifiques à base de carottage en Corse. C'est les premiers qui permettent de révéler ça. Et c'est de la donnée scientifique pure. Il ne faut pas non plus qu'effectivement, elle se soit détournée. Ce sont des concentrations qui sont fines, très fines quand même. Mais là, cette information peut être prise par des hommes politiques. Oui. Et on voit qu'il y a souvent, justement, entre nous autres et les scientifiques, il y a toujours cet intermédiaire un petit peu qui vient un petit peu heurter nos émotions. Et peut-être que vous, votre rôle, ça serait de plus expliquer les choses, justement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Hein. Aujourd'hui, le scientifique a du mal à se faire entendre auprès du politique. Il n'y a pas très longtemps, j'avais croisé le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, hein, qui est donc sénateur des Hauts-de-Seine. Et il disait aujourd'hui, le problème, c'est que les politiques n'ont pas accès à ces données scientifiques. Il faut une nation apprenante. C'est le vice-président du Sénat qui le dit quand même. Donc il y a une volonté. Il y a des outils qui sont mis à disposition. L'OPEX, hein, qui est l'Office parlementaire d'études des choix stratégiques et technologiques français, sont sous-utilisés à mon sens aujourd'hui pour pouvoir rendre accessible aux politiques et directement à la population, finalement, les grandes avancées scientifiques dans tous les domaines. Eh oui. On a besoin aujourd'hui de dépasser la simple publication scientifique, qui est vitale, c'est notre travail, mais on a un devoir d'information. La recherche publique est là pour améliorer le quotidien des gens, de la société civile. Il n'est pas là pour faire peur. Moi, ça me gêne toujours quand je vois des données scientifiques qui sont manipulées, parfois même par les scientifiques eux-mêmes. On l'a vu récemment, hein, dans différentes crises, les crises sanitaires notamment. On a un devoir d'information, mais en aucun cas on doit avoir un devoir décisionnaire. On doit faire réfléchir, éveiller les consciences. Nous apprendre un petit peu sur le temps long et pas de nous faire peur sur le temps court. Tout à fait. Et parler de peur et de temps court, ça me permet de conclure l'émission, puisque c'est vous qu'on retrouve là. C'est là, c'est vous, je m'inquiète pour vous, moi, Mathieu. Alors, effectivement, supporter du SCB, hein, de tradition familiale, on voit avec votre père. Vous avez joué au foot vous-même, vous avez joué où? Dans le Fiumourbe. Dans le Fiumourbe. Et à Mauriagne. Et là, on vous retrouve arbitre. Eh oui, dans les Bouches-du-Rhône. Exactement. Dans les Bouches-du-Rhône, ce qui m'a amené à croiser récemment Jean-Pierre Papin. Mais comment peut-on être arbitre dans les Bouches-du-Rhône? Il en faut des arbitres, hein. Ah ouais. Il en faut des arbitres, et c'est une passion. Hein. Le slogan, c'est on a la même passion mais pas le même maillot. Et c'est vrai, j'ai 45 ans, je ne peux plus courir comme les petits jeunes derrière eux pour aller marquer des buts. J'y joue de temps en temps. Mais c'est aussi garder justement un contact avec du foot de haut niveau quand même, niveau départemental ou même régional, puisque là, j'avais pu être assistant sur un match OM Monaco. Donc c'est quand même des belles choses, des belles rencontres. D'accord. Et puis aussi, on voit que dans la recherche, vous êtes un petit peu quand même à la pointe. Dans le foot, c'est aussi rester un petit peu au centre du jeu, peut-être aussi, non? Quelque part, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu de ça, rester au centre du jeu. L'arbitre est incontournable. L'arbitre dit on ne joue pas, c'est terminé. Ce qui serait bien, c'est que vous deveniez incontournable aussi dans le paysage insulaire, avec des subventions, et que vous continuiez de travailler sur la Corse, quand même. Ça, ce serait l'idéal, mais c'est vrai que du coup, j'ai des sollicitations qui sont nombreuses. Là, maintenant, la Polynésie française, ce sont encore d'autres îles. Ah oui. Mais c'est vrai que la Corse, il y a une attache particulière. Ce serait bien de continuer. Allez, venez avec moi. Dernière photo, c'est moi qui la prends. Voilà. Merci infiniment. Super rencontre, Mathieu. Merci, Luc. À bientôt en Corse, donc. Hein, Allez, ça sera pas en Polynésie, ça sera en Corse. Hein. Sur un terrain de football. Allez.